Les baladeurs, une série audio, les Others. Des balades, des aventures, des mésaventures en pleine nature. Prêt pour le départ? Prêt? C'est parti. Lors d'une balade en forêt, j'entends bruisser le vent dans les feuilles des arbres. Les herbes et les buissons dansent, les feuilles miroitent. Je m'approche, collecte un ou deux brins, passe la main sur les écorces. Les nœuds du bois font des boursouflures sous mes doigts. Origan commun, sénasson jacobé, bugle rampante. Vincent Piton se balade depuis l'enfance. Il a observé, écouté, cueilli, goûté des millions de plantes, celles de France et celles au-delà. Ses pérégrinations botaniques l'emmènent jusqu'en Nouvelle-Zélande. Débarqué tout au nord de l'archipel, il s'apprête à vivre 4 mois pour cartographier les espèces végétales sur sa route et rejoindre le sud. Sur la plage, dans la forêt, décryptera-t-il le langage des plantes? Saura-t-il évaluer leurs dangers ou jouir de leurs bienfaits? À la base, il y a bien longtemps, j'étais ingénieur agronome, mais je fais plus ça du tout. Maintenant, je suis accompagnateur de moyenne montagne, donc principalement à La Réunion. Donc, je vis à La Réunion et puis je me balade sur le volcan, dans les cirques, à montrer les plantes sauvages aux gens. Depuis très longtemps, en fait, je crois que depuis que je suis tout petit, j'ai toujours une espèce de fascination sur le fait de jouer à l'Indien. Alors, ça peut paraître un truc hyper enfantin, mais bon, on finit tous par un peu essayer de vivre ses rêves de gosse, donc ça continue à me poursuivre encore aujourd'hui. Et je crois qu'il y avait un truc hyper constituant pour moi de ce rêve d'être un Indien, c'était le côté un peu autosuffisance alimentaire dans la nature, mais plus simplement quoi, être capable de te balader n'importe où et de connaître la nature, quoi, les plantes, etc. Donc j'ai commencé plein de petites aventures comme ça, traverser la France à vélo en mangeant des plantes. À La Réunion, c'est principalement ce que je fais, donc je me balade, je montre les plantes sauvages comestibles, médicinales, etc. aux gens. Et la Nouvelle-Zélande, si j'y suis, là, en fait je m'embarque pour une marche qui va faire sans doute à peu près 4-5 mois pour 3000 et quelques kilomètres. Et donc de rallier la pointe extrême nord à la pointe extrême sud de l'île du Sud. Donc les deux îles, à un moment je prends un petit bateau pour traverser le détroit. Et en cartographiant toutes les plantes comestibles médicinales que je vais rencontrer sur la route, on fait une petite carte. Voilà. En fait, mon ambition, c'est j'ai monté une petite application smartphone et ce serait que tout un chacun puisse se balader sur un tronçon de la marche que je m'apprête à faire ou juste ou la faire dans son ensemble. Et on télécharge la petite appli et savoir que tiens, dans 2 kilomètres, t'as un pot Tokawa et tu peux la manger, tu as telle plante, tu peux faire un truc avec les feuilles, en l'occurrence pas avec les feuilles, c'est pas bon les feuilles du pot Tokawa, mais par contre tu peux manger le nectar à la base des étamines, et ça c'est pas mal. Et donc je pense que simplement avoir ces quelques connaissances des plantes, ça permet de très rapidement avoir comme un rapport assez intime en fait avec notre environnement, et c'est quelque chose de très apaisant. J'ai juste envie de partager ce truc-là. Comme moi je l'ai découvert, j'ai envie de le rendre facile. Et démystifier un peu le côté, tu vois, les plantes c'est compliqué, oh là là, il faut l'appeler par son nom latin et tout. Non, en vérité, je pense que il faut être prudent, faut pas manger n'importe quoi, faut pas mettre tout dans sa bouche, mais rien que connaître une vingtaine de plantes qui poussent autour de chez toi, c'est facile, c'est abordable. Pico pico, appelé aussi Asplenium bulbiferum, espèce de fougère originaire de Nouvelle-Zélande uniquement. On l'appelle aussi poule ou fougère de poulet, et dans la langue maori, pico pico, muku ou moku. Rhopalostylis sapitia, appelé communément palmier blaireau, palmier nico ou palmier de Nico.
espèce de la famille des Aeracées originaire de Nouvelle-Zélande. C'est le palmier le plus austral. Alors le jour où je pars, bien sûr, t'as l'entrain du départ. Hein. Alors là, je suis à Caprenga, je me dis ouais, vas-y, on y va, c'est parti. Alors, bien sûr, l'excitation totale. Et en plus, une grosse descente de stress, parce qu'il faut imaginer que ça fait 1 an que je me prépare. Et t'as le dernier Pōhutukawa de l'archipel qui est perché sur vraiment un petit éperon rocheux à l'extrémité nord. Et au pied de ce Pōhutukawa coule une petite source. Et on dit, enfin, c'est un endroit super sacré pour les Maoris. Il y a un petit sentier, tu peux le voir depuis le phare, un petit sentier qui descend pour aller au dernier arbre de l'île. Mais c'est un endroit vraiment où personne n'y va à part pour des cérémonies funéraires. Apparemment, là, on continue à respecter un petit peu ces traditions-là. Parce que de ces 2 sources, en fait, on tire une légende. En fait, c'est quand les âmes volent au-dessus de l'île et arrivent au pied du Pōhutukawa, soit elles boivent la source de gauche, soit elles boivent la source de droite, et c'est ça qui va amener leur âme à voler vers le paradis, ou au contraire retourner sur l'île, avoir une existence, une nouvelle existence. Donc c'est un endroit particulier. Je me rappelle de ce moment-là où je marche, je quitte le phare, je marche en direction du parking, là où on m'a déposé en stop il n'y a pas si longtemps. Et les gens sont en train de partir parce que c'est le bout du monde, hein, Caprenga. Hein, t'as pas une ville, t'as rien, quoi. Et il y a un petit sentier qui descend vers la plage, sur la côte ouest, et je prends ce petit sentier-là. Et vraiment, les premiers pas, t'arrives et tu comprends que là, tu viens de t'embarquer pour 120 km de ligne droite sur la plage, quoi. Et c'est tellement apaisant, quoi. Tu te sens tellement bien. Les premiers jours sont assez incroyables. J'ai envie de dire, la première journée est incroyable. Parce que t'as aucune fatigue. T'es encore en train de faire les réglages de ton sac, en fait. Tu vois les petits trucs que t'as mal calculés. Et en fait, le premier truc qui me heurte déjà, mais je pense que c'est le truc qui heurte tous les gens qui s'embarquent dans des marches longue distance, c'est le poids du sac. Tu l'as testé, tu sais que ça va être lourd. Mais là, tu dis, j'aurais peut-être pu couper ça. Donc, je commence déjà à faire le tri. Ok, d'accord. La prochaine ville, je vais enlever ces petits trucs-là. Et voilà, le premier jour, c'était pas évident parce que marcher avec des grosses chaussures, des chaussures qui font 1,5 kg la paire, en cuir sur du sable, tu finis par un petit peu avoir mal aux jambes. Et surtout, tu te poses la question pieds nus ou pas, mais bon, si tu pars pieds nus, il y a des chances qu'avec le sable, avec le sel, tu te fasses des ampoules dès le début, et là, ça va être beaucoup moins rigolo d'un coup. Donc le premier jour se passe, mais relativement tranquillement, et puis il faut dire que les paysages sont magnifiques. C'est très particulier, hein, la 90 Miles Beach, c'est une ligne droite, quoi. Faut s'imaginer que à ta droite, t'as toujours le même régime de vagues, à ta gauche, t'as toujours la même forme de dune, à peu de choses près. Et c'est comme une cellule d'isolement sensoriel, mais à la fois qui est infini, quoi. Ton regard se perd sur un horizon, c'est absurde, quoi. C'est un crash test mental total, quoi. De toute façon, la plupart des gens qui font cette marche disent si tu marches la plage, tu vas jusqu'au bout. Je comprends, parce que t'as 100 fois la possibilité de te poser la question, mais pourquoi je me suis embarqué dans un truc pareil? Tu mesures très vite c'est quoi l'immensité d'une journée à faire une ligne droite. C'est vertigineux, quoi. Donc ton esprit cherche désespérément quelque chose pour t'occuper. Tu comprends très vite que si tu mets tes écouteurs pour écouter de la musique, ça va très mal se passer parce qu'en fait tu vas devenir complètement accro à la stimulation sensorielle, il va te falloir de la musique, quelque chose à quoi penser. J'y viendrai, hein. Mais les premiers jours je m'y refuse. Et parce qu'en plus j'en ai pas vraiment envie. Et surtout ce qui est très drôle, c'est que tu vois le moindre petit point sur l'horizon devient une balise kilométrique. Et c'est genre tu vois un point en loin et tu te poses littéralement pendant 1h30 la question, alors qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est une mouette morte ou est-ce que c'est un bout de bois? Est-ce que c'est un sac plastique? Et non, c'était une méduse. Donc voilà, tes espaces de pause sont des objets échoués sur la plage. Manuka, sous-règne Trachéobionta, classe Magnoliopsida, famille Myrtaceae. La médecine maori utilisait le manuka,
l'huile essentielle que l'on extrait par distillation à la vapeur a des propriétés antiseptiques, antifongiques, antidécongestionnantes. C'est là que je commence à... Je retrouve des plantes qui sont en floraison parce que je commence la marche en décembre, donc c'est l'été austral. Et il y a notamment le flax, la rakiki là, qui a fleuri. Alors je savais qu'on pouvait manger vraisemblablement la base des grandes feuilles et sans doute les racines si je me trompe pas aussi. Mais je savais surtout que tu pouvais manger le nectar qui était à la base des petites fleurs. Donc j'en trouve et c'est super bon, tu vois. Tu trouves ces espèces de petites fleurs rouges en cornet et t'as qu'à sortir l'étamine et ouvrir un petit peu la feuille et manger la petite goutte de nectar qui est à la base de cette petite ce petit cône là. C'est excellent. Et en plus, si tu restes suffisamment autour de ta plante, tu vas voir, elle va re-remplir la feuille en nectar. Si tu t'es bien débrouillé pour juste aspirer sans arracher la feuille. Et très vite, ce qui est marrant, c'est que je vois que c'est à peu près toujours les mêmes oiseaux qui raffolent de tel ou tel nectar. Je me retrouve en compétition directe avec je crois que c'était les tuituis qui adoraient ça. Mais aussi, je me heurte un peu à ce à quoi je me suis heurté à chaque fois que je me suis embarqué dans des espèces de trucs d'aventure, de pérégrination, comme ça, autour des plantes sauvages comestibles. C'est l'extrême difficulté du nomadisme par rapport à la dépense énergétique que ça suggère et à l'ambition d'autosuffisance alimentaire. Donc, quand j'avais fait ça en France, j'avais toujours de la farine avec moi. Je préparais beaucoup de pain, je faisais de la farine, des soupes. Et je me faisais des chapatis sur le feu avec de la farine de seigle que je mélangeais avec diverses plantes, des orties. Et je trempais ça dans de la soupe d'orties, de consou, de plantain, ce genre de machin. Ouais, faut avoir le goût, hein, faut être bon cuistot, hein. Ou bien faut avoir des exigences alimentaires, on va dire assez rudimentaires, mais ou bien être fort dans les dosages d'épices. Les épices vous sauvent la vie bien des fois. Et donc là, je me rends compte que ouais, si je devais me nourrir pendant 120 bornes de fleurs de flax, ce serait un petit peu compliqué. Mais ça se ferait, hein. Il y a des gars qui marchent super longtemps en jeûnant complètement. Ça peut se faire. J'ai ma petite routine, c'est-à-dire que je marche toute la journée. Généralement, je me fais un petit déj le matin avec des choses que j'ai préparées pour la rando. J'aime bien le couscous en randonnée, c'est aussi bête que ça. Je me fais de la semoule et puis quand je trouve des plantes sympas sur ma route, je les mange. Après, il y en a certaines qui se mangent crues, d'autres qui sont meilleures, un peu bouillies. Typiquement, il y a des fougères. Les fougères, faut faire très gaffe. Toute la famille des ptéриdium, quand on a observé des occurrences anormalement élevées de cancer de l'estomac dans les régions où les gens les consommaient traditionnellement, donc je suis assez prudent avec ces familles-là. La famille des Blechnom, par contre, il faut les bouillir. Je me suis fait plein de trucs, des pains aux fougères. Ça, c'est quand j'avais le temps de me faire des petits pains. Idéalement, c'est ce que je fais. Donc, je tape dans mon sac le matin et le soir et le midi. Et durant tout le long, je grignote ce que je trouve. Ou je me sors un peu des fruits secs si j'ai faim. Je me prive pas niveau nourriture, hein. Mais mon objectif, c'est vraiment pas de brouter littéralement tout ce que je vais trouver. Parce qu'en plus, il y aurait une notion un peu de risque, je pense, si je me mettais dans une situation où j'avais vraiment faim et où je me mets à ressentir la nécessité de manger ce que je trouve et le risque de prendre une mauvaise plante normalement élevée. J'ai envie de rentrer chez moi en bonne santé. En fait, ça fait vraiment un bout de temps que j'essaie de récupérer des données en France. Je bosse en Amérique latine aussi sur ce genre de thématiques. Et il y a une espèce de point commun sur le fait de communiquer du savoir sur les savoirs ancestraux, traditionnels, ethno-bota. C'est que généralement, c'est assez dur d'avoir du partage de connaissances. Franchement, ça m'a mis des années pour avoir la vraie réponse pourquoi les gens ne veulent pas trop transmettre. Donc en Bolivie, c'était des Amérindiens qui voulaient pas spécialement le transmettre, j'ai travaillé un temps avec quelqu'un qui officiait comme un chaman dans une communauté et il était vraiment un peu frileux. Alors peut-être qu'il y a une peur que je sois un agent de bioprospection camouflé, qui est de la récupération. Mais il y a quelque chose au-delà, c'est ce qu'on m'a appris à La Réunion récemment. Un vieux guide super. Il m'a dit que c'est qu'il y avait un aspect à la fois culturel et cultuel autour de la plante. Alors ça coule de source, hein, pour la plupart des gens, mais ce qui implique vraiment une
une plus grande propension à avoir de la rétention d'informations. C'est autant, tu vois, le culturel, tu peux l'approcher facilement, tu ouvres un bouquin, tu vas savoir que telle plante, c'est ça son nom latin, c'est son usage, machin traditionnel. Historiquement, on la consommait, on l'utilisait en cataplasme, etc. Mais dès qu'il y a une dimension qui est à la fois culturelle et à la fois cultuelle, c'est-à-dire que cette plante, elle prend aussi part dans des rituels, il y a une notion de sacré. Et la notion de sacré, quelque part, pour préserver un peu le pouvoir du sacré, ce savoir devient un savoir d'initié, et quelque part, ce serait diluer son pouvoir ou faire preuve de manque de respect pour ta culture, de dévoiler ça à quelqu'un qui n'en fait pas partie. Hein. Un Pakia, en l'occurrence, comme moi, c'est un blanc maori, quoi. Piper metisticum. Le kawa est une plante originaire du Pacifique occidental, connue sous le nom de awa, Hawaï, kava, au Samoa, Yagona, Fidji. Le kawa est utilisé depuis des siècles dans la vie religieuse, culturelle et politique de l'ensemble du Pacifique. Donc, en Nouvelle-Zélande, j'ai fait un peu le tour de toutes les, on va dire, les communautés traditionnellement, hein, les communautés Facebook qui parlaient de plantes sauvages, essayer de chercher sur Google les gars qui avaient écrit des ouvrages sur le sujet. Et très peu m'ont répondu, alors que j'ai clairement présenté mes intentions. Le kawa, connu depuis au moins 2000 ans par les Océaniens, est en fait la racine d'un cultivar du poivrier sauvage qui ne pousse qu'au Vanuatu, à Wallis et Futuna, aux Fidji et dans quelques îles avoisinantes. Le rhizome contient environ 50% d'amidon. Il contient aussi une résine riche en kawalactone, substance aromatique non azotée. En fait, en Nouvelle-Zélande, beaucoup de gens il y a une culture quand même de backcountry qui a assez développée, où les gars ont un intérêt, affichent un intérêt pour la flore, pour leur nature. Et comme très souvent, en fait, tu vas avoir des gars qui vont te dire qu'ils ont une connaissance, mais en fait, ils ont une connaissance très très réduite. Et c'est pas de leur faute, hein, c'est juste, déjà d'une part au niveau des plantes, c'est souvent plus réduit qu'au niveau de la chasse et de la pêche. Je sais pas pourquoi, hein, on va dire que la plante, ça semble plus cryptique comme connaissance. Donc il y a une super communauté de chasseurs-pêcheurs là-bas, mais alors au niveau des plantes, c'est assez limité. Le rhizome de kawa possède des propriétés anesthésiantes, relaxantes, stimulantes, euphorisantes. Il est hypnotique à forte dose. Le rhizome peut être mâché, râpé, avalé sous forme de gélule, consommé en infusion, connu sous le nom de thé au kawa, au goût aigre et piquant. Et donc moi, j'ai affiché mon intention auprès de certains gars, dire moi tout ce que je veux c'est créer une carte pour que les jeunes Maoris puissent télécharger ça sur un smartphone et savoir que tu vois là t'as un Mamaku, là t'as un Poutukawa, là t'as un Kawakawa, tu sais, c'est que des noms un peu comme ça. Et de juste aller voir ces plantes là quoi. Et pourtant les gars voulaient pas trop me rencontrer ni rien. Donc en fait j'ai eu du bol, à chaque fois ça s'est passé par des concours incroyables de circonstances. Et, donc je suis allé voir des gens en disant « Ah tiens, regarde, c'est une feuille de Kawakawa. J'ai lu dans un bouquin que tu peux faire du thé avec. Est-ce que tu fais du thé avec, etc. » Quand tu arrives avec déjà une connaissance et que tu arrives déjà en visuel, que tu arrives avec la feuille, « regarde, tu connais ce truc-là », les gens sont beaucoup plus prompts à te parler. Et là, on m'a appris des trucs super, quoi. Des méthodes de guérison qui sont... là, pour le coup, c'est complètement du culturel et du cultuel à la fois. Dans sa forme traditionnelle, le kawa est préparé à partir du rhizome qui est mâché, puis recraché sur une feuille de bananier. Laissé quelques heures au soleil, la pâte obtenue est ensuite filtrée avec un peu d'eau et consommée dans la coque d'une moitié de noix de coco évidée. C'est typiquement la feuille de Kawakawa, il y a un truc très sympa. J'en ai parlé à d'autres gars dans la rue, ils me disaient « Waouh, c'est marrant, ça c'est ma grand-mère qui m'en avait parlé. » Il y a un truc, tu prends une feuille de Kawakawa qui est, c'est de la famille des macropipeurs, c'est marrant comme feuille, si tu la mâchouilles, ça t'anesthésie un peu la langue. Tu la mets dans de l'eau bouillante et après tu la colles sur un endroit où t'as mal, tu vois, genre ça peut être une plaie ou tu vois, imaginons que t'as une tristesse, tu la mets sur le cœur, ou si t'as mal au crâne, tu la mets sur ta tête. Et on dit qu'elle va changer de couleur en fonction du type de mal qu'elle va enlever de toi, tu vois, c'est une feuille qui va aspirer une douleur. En fonction de la couleur, elle peut dire noire, blanche ou rouge. Et ça a enlevé une douleur différente. Alors bon, pour faire le test, moi ça m'a fait rire, donc j'ai pris 2 feuilles, je les ai fait bouillir, et après je les ai mis sur un côté différent de ma tête, tu vois, un côté à gauche, un côté à droite, et je me suis dit bon, hémisphère à gauche, hémisphère droit, normalement ça n'a pas les mêmes fonctions, normalement ça devrait avoir une couleur différente. Et effectivement, il y en avait une qui était un peu rougeâtre et une qui était un peu blanche. Et alors là, du coup, ce qui était très marrant dans le backpacker, c'est qu'il y avait un jeune Maori qui était là,
Et il me dit, tu fais quoi? Tu vois, je fais, ouais, ben, je suis en train de préparer des feuilles de kawa pour voir si ça va aspirer des douleurs, tu vois, psychiques ou émotionnelles ou spirituelles de mon corps. Et il me dit, oh mon Dieu, mais ça vient d'où ton histoire? Oh, bah, c'est l'autre qui me la raconte. Il fait, non, mais c'est génial, ça fait longtemps que j'avais pas entendu ça. Du coup, on était tous les deux à faire bouillir des feuilles et tout. Le kawa. Paper Majestic. Les 120 km, je m'étais dit que j'allais faire 30 km par jour. Et j'arrive enfin dans ces jolies forêts de kauri. Alors, on n'en parle pas assez, hein. C'est la Nouvelle-Zélande, généralement, l'image d'Épinal qu'on a de cette île, de cet archipel, c'est des montagnes, c'est le Seigneur des Anneaux, en fait. Hein. C'est le Mordor, t'imagines une terre brûlée. Alors qu'en fait, c'est une île qui s'étend sur un gradient de latitude absolument gigantesque. Donc si tu vas au nord de l'île du Nord, c'est tropical, hein, c'est des fougères arborescentes. D'ailleurs, pour toutes les personnes qui sont déjà allées à La Réunion et qui connaissent la forêt de Bélouve, ce genre de choses, c'est à peu près la même chose, quoi. C'était vraiment ce qu'on appelle des fangeants, quoi, des grandes fougères arborescentes. C'est la forêt du Gondwana, quoi. C'est des vestigiales de ce qui est resté des grandes forêts qui peuplaient le premier continent. Par contre, au sud du sud, ouais, là, c'est vraiment ce qu'on appelle les Alpes du Sud, où là, c'est pelé, comme c'est pas permis, mais c'est beaucoup plus haut. Donc là, j'arrive dans ces forêts de kauri qui sont magnifiques, qui sont des arbres gigantesques, vous imaginez, c'est des troncs qui font plusieurs mètres de diamètre. Vraiment, tu t'arrêtes devant eux, t'as envie de te prosterner, quoi. Y a pas de doute, quoi. Et y a une forme de... Tu ressens la forêt de manière très différente. Je pense qu'on a tous des espèces de sens animaux. On a des espèces de sens qui sont au fond de nous et qu'on n'utilise pas vraiment parce qu'on n'est pas amené, on n'a pas la nécessité de les utiliser. Mais si tu te retrouves catapulté en forêt, tes sens s'aiguisent, tu vois, ton ouïe devient beaucoup plus sensible, ton regard. Il y avait un moment où, très honnêtement, j'avais l'impression de vraiment sentir qu'un cervidé était passé sur le sentier. Peut-être qu'il était à côté de moi, en fait, qu'il était bien planqué, il bougeait pas, je l'avais pas détecté, mais... Et je me rappelle de ce jour très étrange où je traverse une forêt et ça faisait un bout de temps que je marchais et je sens une odeur de brûleur. Il y a un gars qui cuisine, mais qui cuisine pas. Je le sens clairement. Il y a un gars qui vient d'allumer un réchaud quelque part, tu vois. Et je me balade, mais franchement j'étais super loin. C'était absurde d'avoir hypothéqué une effluve. Et je descends, j'arrive en bas d'une petite pente et ma tête se tourne sur la gauche et je vois un gars qui est en train de cuisiner et on est étonné parce qu'il n'y a personne, tu vois. Donc on échange quelques amabilités. Et je me rends aussi très vite compte que j'ai pas du tout envie, parce que je m'étais dit que j'allais bivouaquer à côté, à l'endroit où le gars était, parce que c'était à côté d'un petit point d'eau. Et je me dis, bon, je vais aller bivouaquer ailleurs parce que j'ai pas envie du tout, en fait, d'être à côté de quelqu'un d'autre. Et c'est là que ça devient un peu étrange parce que tu dis, mon Dieu, mais... genre, ça fait 3 jours que j'ai parlé à personne, je vois quelqu'un et je veux toujours pas parler à quelqu'un, quoi. Et donc je continue ma route, là, je m'éloigne. Et je monte, et là j'arrive à un endroit mais qui était c'était absurde, c'était une forêt qui était tellement dense, une forêt de titri, manuka, en tout cas avec lesquels on fait les huiles essentielles. Il y a une espèce de petite clairière, et la clairière la plus accueillante du monde, quoi. C'est absurde, il y a une clairière, il y a un dernier rayon de soleil, l'herbe est grasse et verte, et mon Dieu, genre, t'es sur un coussin. En fait, j'avais observé, dès mon arrivée dans la forêt, qu'il y avait une plante que j'avais déjà goûtée, qu'on appelle le supplejack, ou la Pyriti vine. C'est une liane, on peut manger les extrémités, les petits bourgeons. C'est une liane qui vient hyper ligneuse, vraiment, ça enserre les arbres, c'est un truc pas possible. Mais par contre, si tu trouves l'extrémité, l'apex de la liane, tu peux la manger, ça a le goût d'haricots verts. C'est un peu comme des asperges, en forme. Mais j'avais une réaction un peu particulière avec ce truc-là. C'est à chaque fois, ça me donnait une énergie, mais très étrange. Genre, je mangeais je sais pas, 2-3 apex de liane,
Et j'avais l'impression que j'étais obligé limite de courir, quoi. Comme si j'avais envie de courir, mais si c'était fait, ça me... Je sais pas, comme une espèce d'excitant, mais pas comme un café, tu vois, où ça peut un peu te donner la tremblote ou quoi que ce soit. Vraiment un truc presque explosif, quoi. Et je traversais la chaîne de montagnes des Tarahuas. La marche, on peut la découper en plusieurs grosses étapes, à plus ou moins de la plaine, de la montagne. Et là, j'avais une belle étape de montagne qui allait me durer quand même un paquet de jours. Et le truc, c'est qu'il y avait dans cette session de montagne, dans les Tarahuas, il y a un sentier de crête. Peut-être que t'as 3-4 jours sur une crête. Donc le problème, c'est que sur la crête, t'as pas d'eau, quoi. Donc c'est hyper vertigineux, et les Tarahuas sont assez connus parce que c'est très exposé au vent, et la météo peut changer très vite. Si tu peux avoir grand beau, et il va geler le lendemain, ou même dans la journée. Il y a eu pas mal de morts d'ailleurs là-bas. Et c'est un endroit particulier, hein. Plus j'y étais arrivé de nuit, j'avais commencé la marche de nuit sur le... Quoi, ouais, j'étais rentré dans une optique un petit peu... C'était un peu lugubre au début, cette marche-là. Puis il y avait toutes ces histoires de gens qui étaient morts, soit disparus, soit qui étaient morts de froid à 500 mètres d'un abri, parce qu'ils avaient été surpris par une tempête et plus aucune visibilité, ils avaient perdu le chemin, ils n'avaient pas trouvé la cabane, quoi. Et je crois que j'étais à 2 ou 3 jours de sortir de vraiment le sentier de crête. Et le matin, je pète ma poche d'eau. J'étais dans une petite cabane, il n'y avait personne, j'avais pas vu du monde depuis vraiment un bout de temps. Et je casse ma réserve de flotte, quoi. Donc c'est bien, il y a une grosse citerne, donc je sais que là je peux boire aujourd'hui, donc je bois, je me dis bon, j'ai 5 heures de marche. Il faisait quand même sacrément chaud. Je me dis bon, ok, j'ai 5 heures de marche, mais j'ai pas d'eau pour la journée. C'est pas grave, ça va passer, il y a des gens, ils font des jeûnes et tout ça. Et je m'engage là-dedans après avoir bu 2 litres d'eau au réveil, sensation particulière. En plus, j'avais un truc, je crois que je m'étais cassé une dent, je m'étais pété une dent quelques jours auparavant. C'est plutôt une espèce de résine, quoi, tu vois, que j'avais cassé. Donc j'étais un peu affaibli, j'étais pas de très bonne humeur, et puis là je commençais à être déshydraté, et puis c'était la fin d'une longue marche. En plus, à chaque fois il y a ce truc-là, c'est à chaque fois quand je m'engageais sur un tronçon montagneux, avant de quitter un massif, les derniers jours avant de quitter le massif, c'est comme si c'était plus dur. Comme si quitter cette montagne-là, t'as du mal, quoi. Donc je m'engage, et là en fait je prends un méchant coup de chaud dans la journée, parce que plein cagnard, sous le soleil, en pleine crête, pas d'onde du tout, et je sens que je commence vraiment à pas aller bien du tout, quoi. J'ai la tête qui tourne, mais bon ça va aller, mais c'est juste j'ai chaud. Ce qu'il me faudrait, ce serait juste un demi-litre de flotte pour mouiller mon espèce de foulard et me le mettre sur la tête pour me refroidir, parce que vraiment j'ai chaud. Et en fait j'ai une alu, quoi, j'ai une alu de déshydratation, et je fais oh là là, qu'est-ce qui se passe? Je m'assois, je fais une pause, et je vois un point blanc au loin sur l'autre crête, qui est ce que je me rends compte plus tard, c'est une espèce de balise météo, un truc comme ça. Et je vois le point blanc, et plus je le regarde, et plus je me dis mais en fait c'est quelqu'un en blanc qui me fait coucou. Et je l'observe, et je sais, mais je me dis mais c'est pas possible. Et pourtant je le vois qui fait coucou, tu vois. Et je me dis mais non, c'est juste, tu sais, les volutes avec la chaleur qui déforment un peu les perspectives. Je me rends compte que là, ouais, non, je suis fatigué, quoi. Je suis vraiment fatigué. Il va falloir terminer cette journée rapidement, et il faut pas trop s'attarder. Et puis il y avait tout ce truc un peu pesant d'un sentier où il y a eu des accidents. Donc je me dis bon, on va pas trop attendre, et on avance. Et typiquement, là, c'était une journée assez longue, et je me rappellerai toujours quand sur la descente, en fait, j'ai retrouvé de la forêt. Enfin, j'en ai pas vu depuis des jours. Et là, j'ai trouvé du supplejack. Et mon Dieu, comme cette fameuse liane m'a aidé à rentrer sur le chemin. C'est là, en fait, où tu redécouvres un peu le côté un peu nourricier de la forêt, quoi. Ou limite providentiel. Mais il n'y avait pas une dimension. Je me sentais pas très bien accueilli, quand même, hein. Ce jour-là, j'avais l'impression que c'était un peu allez, dégage, quoi. Redescends dans la vallée, quitte la crête, et mets-toi à l'ombre. Mais en fait, c'est un peu ce que je recherchais, hein, dans la forêt, ou dans cette espèce d'aventure immersive. C'est le moment où tu te sens porté par quelque chose, par la nature, quoi. Qu'il y ait une espèce de sentiment de confiance, et confiance qui soit basée sur
sur de l'expérience où, tu vois, t'as échappé d'un pépin grâce à tes connaissances ou grâce à simplement une espèce de côté un peu providentiel de la nature. Et j'ai trouvé un petit cours d'eau, en fait, en redescendant, il y avait une petite ravine. Je me rappelle, genre, j'ai entendu de loin, j'ai entendu le petit glouglou de la rivière, et je me suis posé et j'ai filtré de l'eau comme j'ai pu, parce que j'avais toujours mon filtre. Et j'ai bu directement avec le filtre. Je sais plus, j'ai dû remplir ma timbale ou un truc comme ça. Il y avait du Supplejack à côté. Et j'ai genre fait le tour, j'ai juste bu et mangé du Supplejack à fond. Ce qui était très problématique parce qu'après j'avais une patate improbable. Et genre la fin de la journée, c'était genre je suis arrivé au campement, j'avais l'impression d'être surexcité. Bref, d'un coup, tu vois, tu passais d'un monde à l'autre, quoi. T'es épuisé et tu crèves de soif, t'es dans un milieu hyper aquatique et t'as une énergie improbable. D'ailleurs, souvent, quand tu te balades en Nouvelle-Zélande, tu peux voir sur les sentiers qu'il y a des fois des espèces de gros paquets de lianes assez noirs. Et si tu cherches le bout de ces lianes-là, tu vois que souvent ils sont coupés, parce que c'est un truc quand même assez connu. Et les gars qui marchent, qui font de la distance en forêt, ils se tapent volontiers des apex de lianes. Et je sais pas si ça fait le même effet pour eux que pour moi, mais effectivement, moi, à chaque fois, j'avais l'impression que je sais pas, c'était un côté un peu hyper reminéralisant, mais vraiment, ça te donne envie. Tu peux pas t'asseoir, quoi. T'as besoin de marcher, quoi. T'as vraiment besoin de dépenser de l'énergie. Quand tu arrives à la fin, c'est à une ville qui s'appelle Bluff, où il y a un petit panneau, tu sais, multidirectionnel, avec des directions, là, où tu vois, genre, 15 000 km New York, blablabla. Oh là là, le truc, je l'ai vu de loin, et franchement, je m'y attendais pas trop, mais genre, tu sais, t'as une espèce de truc dans le ventre qui monte, et à la fois t'as un sourire gigantesque. Je crois que c'est la seule fois où j'ai vraiment compris ce que c'était quand on dit pleurer de joie. Et c'est vraiment étonnant, hein. C'est une émotion étrange, t'as un truc que t'as contenu, tu t'es même pas rendu compte que tu le contenais, et c'est là, et j'ai eu l'impression de voir ce poteau, tu vois, et j'ai tapé dessus, tu vois, du plat de la main, et c'était genre, c'était tellement agréable d'être au bout de tout ce truc-là. Puis je me suis juste assis, et j'ai regardé le ressac bouger un peu les gros kelp, qui sont des grosses, des magnifiques algues, un gros paquet de kelp sous le rocher. Et regarder le ressac. Et la mer, quoi. Et m'asseoir un peu, mais attendre, tu vois. Et très étonnamment, tu t'assois. J'ai gardé contact avec des gars qui ont marché sur le sentier, et tout le monde a un rapport vraiment très différent avec la fin. Et certains disent, tu vois, c'est marrant, pendant des mois j'attendais la fin, et j'arrive à la fin, j'ai rien ressenti. Certains m'ont dit ça, bon, même, vraiment, non, pas du tout, hein. Ça a été quand même un sacré truc, hein. Déjà, moi je voulais pas m'arrêter, pas du tout. Parce que je m'étais rendu compte que j'avais une vie excessivement simple, que à force d'ajustement, mon sac était de plus en plus léger. Je savais de plus en plus ce qu'il me fallait pour parcourir, tu vois. J'avais une espèce de calcul instinctif de tiens, 200 km, ça fait tel nombre de jours, il me faut telle quantité de nourriture et je vais passer par là. Et c'était devenu tellement normal que, en fait, tout ce dont j'avais uniquement à penser à ça, quoi. C'est avancer, bien te nourrir et devenir plus fort. Et observer les plantes, observer les différences tu vois, oh tiens, le printemps, je veux dire l'automne arrive, tiens, tel champignon, il pousse différemment dans cette forêt. Tu commences à être de plus en plus attentif, à avoir le regard de plus en plus aiguisé. C'est une vie qui est tellement saine, en fait, qui est très simple. T'as pas de préoccupations non matérielles, et quand bien même t'en as, comment dire, elles glissent sur toi. T'es calme. T'es profondément calme et curieux. Comme t'étais curieux de la forêt, bah là, à nouveau, t'es vraiment curieux des gens. Et tu les regardes comme des arbres, quoi, comme des animaux, comme un truc nouveau. Et vraiment, t'as ce nouveau regard d'intérêt véritable.
Et malheureusement, ce regard se perd. Tu vois, j'ai l'impression que c'est comme une espèce de moyenne arithmétique, tu vois. Tu passes 6 mois de ta vie à faire ça, et ben tu vas tenir pendant 6 mois à avoir ce même regard, et puis après tu vas te re-harmoniser. C'est comme tu sais, c'est un jeu de nuances, comment on absorbe ce qu'il y a autour de nous. Les Baladeurs, podcast Les Others, signé Camille Juzo, musique originale Alison Brassac, mixage Laurie Galigani. Si cet épisode vous a donné l'envie de partir explorer la nature proche de chez vous, et si lors d'une balade vous avez une pensée pour Vincent, Julien, Thémo ou encore Sophie, Évrard, que vous avez croisés dans les épisodes précédents, c'est qu'il est temps de nous mettre des petites étoiles sur vos applications podcast. À bientôt.